Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Après 11 années de fermeture, le Muséum Arlatin, situé à Arles, devrait prochainement rouvrir ses portes au public. Pour nous présenter ce lieu entièrement dédié à la culture provençale, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Sanson. Bienvenue Aurélie. Merci, bonjour. Bonjour, vous êtes directrice par intérim de ce beau musée que vous allez nous présenter dans une poignée de minutes. Avec nous également aujourd'hui à distance, on le retrouvera tout à l'heure, c'est le magicien Arthur Tivoli qui s'intéressera à l'un de ses confrères américains et nous livrera même l'un de ses tours. Et puis un autre Arthur, tout près de moi, ici en plateau. Comment allez-vous Arthur Carlier? Ça va très bien, merci. Guide conférencier, alors vous allez nous proposer une façon originale de visiter Aix-en-Provence par le biais d'un escape game. Tout à fait, avec une application sur téléphone portable. Bon, génial, on en parle dans quelques minutes avec vous, mais tout de suite, direction Arles, avec ce beau musée. Alors je le disais à l'instant, le Muséum Arlatin, donc qui a fermé ses portes pendant près de 11 ans. Aurélie, pourquoi d'ailleurs le musée a-t-il fermé aussi longtemps ? C'est un musée qui vient de connaître un énorme projet de rénovation d'envergure pour donner un coup de frais, un coup de neuf et un coup de modernité non seulement au monument, mais aussi au parcours d'exposition permanente. Donc il y a eu 4 ans de travaux à proprement parler, mais en octobre 2009, maintenant, donc il y a 11 ans et des poussières, le musée a dû fermer principalement pour raison de sécurité parce que le bâtiment, qui est un monument historique magnifique, montrait quand même quelques signes de faiblesse, notamment au niveau des planchers, et nos jauges d'accueil des visiteurs n'étaient plus assez importantes et on a dû fermer pour déclencher tout un processus de réflexion, de concertation et de validation pour ce projet de rénovation. D'accord, donc il a duré près de 4 ans. Alors il devrait rouvrir ses portes prochainement. Vous attendez les nouvelles directives gouvernementales concernant la réouverture des musées. Ce que l'on sait peu, c'est que c'est un musée qui a été créé à l'initiative du célèbre poète provençal Frédéric Mistral. Qu'avait-il en tête à l'époque ? Oui, tout à fait. Donc Frédéric Mistral, érudit, provençaliste et poète très connu de fin 19e, tout début 20e siècle. Il avait en tête l'idée de créer une sorte de palais dédié à la culture provençale. Après une longue maturation, il a trouvé un lieu pour s'installer à Arles et créer le Muséum Arlatin. Et c'est en se tournant vers la population et les habitants du territoire qu'il a lancé une collecte d'objets auprès des familles, par voie de presse, dans des discours. Il a appelé la population à donner des objets par différents types de catégories. Et les habitants ont répondu à cet appel. Et c'est grâce aux habitants que le Muséum Arlatin a pu constituer ses collections. Frédéric Mistral était un poète extrêmement attaché à la vie de son territoire. Il avait écrit de nombreuses œuvres pour faire passer l'âme de ce terroir qui lui était cher. Et il a traduit finalement en objet et en mise en scène dans les salles d'exposition ce qu'il avait déjà traduit dans ses poèmes. Donc on retrouve au Muséum Arlatin à la fois l'idéal d'un poète, mais aussi la vie quotidienne des habitants d'un territoire à travers les âges, de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. D'accord, alors une merveilleuse aventure collective, vous venez de nous l'expliquer, avec tous ces Provençaux qui ont fait don d'objets et de documents. 38 000 objets au total aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des costumes aussi? Là, on voit des scènes qui représentent justement la vie en Provence à l'époque que vous avez citée tout à l'heure. Oui, tout à fait. L'image que l'on voit, c'est l'image d'un diorama, le diorama dit de la veillée calendale, ou le gros souper avant la messe dans la salle commune d'un mas. Les contenus de ce diorama sont des collections du musée, qui sont donc des collections départementales, puisque le Muséum Arlatin est un musée du département des Bouches-du-Rhône. Les collections évoquent cette culture et cette vie quotidienne du territoire départemental en particulier.
Là, nous voyons aussi une image du diorama de la visite à l'accouchée, là des vitrines anciennes des salles du costume, avec notamment les fameux droulés du XVIIIe siècle que portaient les Arlésiennes. Il y a aussi des collections mobilières, des collections de piété, de croyances populaires et costumes régionaux, hein, principalement, puisque en Provence et à Arles en particulier, le costume régional est encore porté aujourd'hui à l'occasion de certaines manifestations et il l'était de façon quotidienne jusqu'au début du XXe siècle. Quelles sont les pièces les plus remarquables dont vous disposez dans votre collection ? Alors, au niveau des costumes, justement, en termes de spécificité, costumes régionaux du pays d'Arles du XVIIIe siècle, la collection est extraordinaire. On est vraiment un musée de référence pour cette collection-là, très spécifique. Mais nous avons aussi une très, très belle collection de béatilles. Ce sont des boîtes vitrées religieuses qui reproduisent en miniature des scènes de la vie, généralement de la vie du Christ, de la vie des religieuses elles-mêmes, qui confectionnaient ces boîtes vitrées. Nous avons aussi une belle collection d'instruments de musique et d'objets de fêtes, des fêtes populaires qui peuvent se dérouler en Provence. Et tous ces objets sont mis en scène dans le parcours rénové à travers notamment des dispositifs numériques. Oui. On peut accéder à l'arrière-monde des collections naviguant dans les contenus numériques très modernes et très contemporains. On peut notamment écouter les instruments de musique, découvrir comment les fêtes peuvent se dérouler et comment les habitants portent certains costumes, utilisent certains objets. Et là, nous voyons à l'écran une image de la dernière salle du parcours permanent. On voit notamment ces grandes dalles de verre sur lesquelles sont projetées des images interactives. Ce sont les résultats de nos enquêtes collectes que l'on réalise sur le territoire auprès des populations sur certaines thématiques. Et là, on voit par exemple les cheminots des ateliers SNCF en titre. Et nous avons été interrogés d'anciens cheminots qui ont travaillé dans les ateliers SNCF à Arles pour recueillir la mémoire du travail, la mémoire de l'organisation de ces ateliers. Nous avons aussi fait une enquête sur les populations gitanes, catalanes et le rituel du mariage, sur l'artisanat de la vannerie et qu'est-ce que c'est que porter le costume aujourd'hui en pays d'Arles et qu'est-ce qu'être reine d'Arles. Et nous menons aussi des enquêtes sur la vie sur le territoire, la vie économique du territoire. Voilà, les dispositifs numériques ont bénéficié du soutien d'une fondation d'entreprise, la fondation d'entreprise du Crédit Agricole Alpes-Provence, que je remercie. Je profite de ce moment pour les remercier. Oui, l'outil numérique qui permet de moderniser cette collection. Alors le site également du musée lui-même est tout à fait remarquable puisqu'on peut découvrir les vestiges d'un forum romain qui se trouve dans la cour intérieure du Muséum Arlatin. Oui, tout à fait. Au cœur du musée, une fois que le visiteur entre dans ce monument, il peut voir en surplomb une partie de l'exèdre du forum romain du 1er siècle, puisque Arles est connue pour être la petite Rome des Gaules. Donc nous avons sur ce territoire un important patrimoine archéologique. Et au cœur du musée se trouve cette première strate de l'histoire architecturale de ce lieu. Là, on les voit apparaître à l'image, la forme semi-circulaire, c'est donc l'exèdre, et les grandes dalles étaient les dalles de la voie romaine, tout simplement. Nous avons aussi une partie du bâtiment qui date du XVIe siècle, un hôtel particulier. La façade que l'on voit là, avec cette superbe photo prise de nuit, c'est une façade de l'ancien collège jésuite qui date du XVIIIe siècle. Et la chapelle attenante au collège jésuite, elle date du XVIIe, et ce sera notre lieu d'exposition temporaire. Et d'ailleurs, cet été, grâce à un partenariat avec Rencontre internationale de la photographie, nous allons accueillir dans cette chapelle une exposition des rencontres d'Arles. Le programme a été tout récemment révélé. Ce sera une exposition qui évoquera la carrière de Sabine Weiss,
cet extraordinaire photographe humaniste. Et donc, j'espère que nous aurons un public nombreux pour à la fois découvrir le musée, cette chapelle et l'exposition des rencontres. On vous le souhaite. Arthur Carlier, vous qui êtes guide conférencier et qui arpentez notamment les rues d'Arles avec vos clients, que pensez-vous de la réouverture de ce musée? J'imagine que vous l'attendez avec impatience également. C'est toujours super d'avoir ce type de musée parce que c'est vrai qu'Arles, on le connaît beaucoup pour son côté archéologique. D'ailleurs, côté que j'apprécie beaucoup parce que j'ai une formation d'archéologue à la base. Mais c'est vrai que tous ces petits musées sur la culture provençale sont tout aussi importants. Et on en a plusieurs qui fleurissent, même dans les villages. Je pense à Jouques où il y a un musée rural, à Aix-en-Provence, où un peu la même histoire que Frédéric Mistral, mais cette fois-ci c'est Marcel Provence qui a aidé à ouvrir le musée du Vieil Aix. Et tous ces musées permettent de remettre en valeur la culture provençale qui ne doit pas servir à régionalisée comme régionalisme, mais qui est importante pour dire que effectivement cette culture existe et qu'elle est différente. Et d'ailleurs, on a des cultures dans toutes les régions. Et quand les gens viennent visiter, c'est aussi ça qu'ils cherchent, c'est à savoir comment on vivait ici et comment on vit toujours ici. Aurélie, j'imagine que vous confirmez, les visiteurs qui découvrent la ville d'Arles ont aussi un intérêt particulier pour ce musée et ont hâte qu'il rouvre ses portes prochainement. Oui, oui, tout à fait. Alors, je reviendrai sur une mention de la personne qui est en plateau. Arthur. Pardon, j'ai oublié son prénom. Arthur. Anthony, je crois. Donc, le musée Arles est un grand musée. C'est pas un petit musée. Un grand musée d'ethnologie provençale en région. C'est un des plus importants. C'est la référence, en fait, on peut le dire clairement. De son c'est l'investissement qu'a réalisé le département des Bouches-du-Rhône pour sa rénovation qui est de plus de 22,5 millions d'euros. Donc je pense qu'on peut saluer cette envergure-là. Après, effectivement, le musée est extrêmement attendu par la population arlésienne, mais plus largement à l'échelle de notre territoire. Et d'ailleurs, la rénovation avait suscité quelques inquiétudes chez nos fidèles visiteurs qui avaient peur qu'elle dénature l'âme centenaire de ce musée. Et on se rend compte à l'occasion notamment de visites professionnelles qu'on a pu faire jusqu'ici que cette inquiétude est déjà levée et que l'âme du musée a été préservée grâce à la rénovation finalement. Très bien. Merci beaucoup Aurélie. Eh bien, on attend comme vous la date de réouverture avec impatience. On suivra cela de près pour pouvoir redécouvrir ce muséum arlatin. Donc oui, comme vous le soulignez, qui est une référence en la matière dans la région. Merci beaucoup. On vous laisse vaquer à vos occupations et à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous aussi. Et puis nous, on va connecter tout de suite, comme par magie, hop, Arthur Tivoli. Et voilà, Arthur nous a rejoint. Comme par magie, il est là, regardez. Fringant Arthur. Arthur, je vous présente bonjour, Arthur. Alexandra, comment allez-vous? Bonjour Arthur. Et bonjour Arthur. Alors notre Entre Arthur, homonymes, on se comprend. Exactement. Oui, tout à fait. Vous allez parler le même langage. Alors notre Arthur Tivoli, magicien de son état, qui nous présente régulièrement d'autres magiciens, des confrères dont il est fan, d'une certaine manière. Et là, vous allez nous parler d'un magicien américain. Quel est son nom? Albert Goshman, regardez, je vais même vous l'écrire ici, vous avez vu comme c'est tout beau. Il s'appelle Albert Goshman, c'est un magicien exceptionnel. Il est né en 1920, il nous a malheureusement quittés en 1991. Il fait partie de la dizaine des magiciens qui ont véritablement créé le close-up. Vous le savez maintenant, le close-up, c'est la magie de proximité, comme on dit en français. En bon français, et cet homme-là a véritablement, avec cette petite équipe d'une dizaine de magiciens, véritablement monté la magie de proximité comme étant un art véritable. Il a commencé sa carrière tout simplement comme un boulanger à Brooklyn, à New York. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il a commencé à être véritablement féru de magie parce que pendant cette Deuxième Guerre mondiale, il est tombé sur un livre de la magie des pièces et c'est comme ça qu'il s'est lancé dans la magie, tout simplement. Il était connu comme le loup blanc dans toutes les boutiques de magie de New York, dont une dont vous vous souvenez peut-être, j'en avais parlé lors de cette chronique, qui s'appelle Tannen's. Tout à une fait. Véritable boutique emblématique. très très connue
Absolument, à New York. Et puis au tout début des années 60, il déménage, il part sur la côte ouest, plus exactement à Los Angeles. Et là, eh ben, il y a un endroit très célèbre dont je vous parlerai, qui s'appelle The Magic Castle, ou alors plus en français, on pourrait dire le Château Magique. Là-bas, Dave Vernon, dont je vous avais déjà parlé, qui est connu comme étant le professeur, s'est véritablement rapproché de Albert Gochman et il s'est fait connaître principalement pour trois choses, Albert Gochman. D'une part, une routine ou un tour très célèbre qui s'appelle les salières de Gochman, enfin très célèbre pour les magiciens évidemment, et pour nous maintenant. Et puis aussi, il a réussi à mettre en équation ce que l'on appelle la misdirection, ou plus exactement le détournement d'attention. Il a réussi véritablement à l'expliquer, à dire le pourquoi du comment du parce que, et ça, c'était véritablement intéressant. Et puis, il a aussi créé un autre truc dont je vais vous parler de ce pas. Hop, changement de caméra. Un tour. Vous avez vu, elle est pas belle la vie. Qu'est-ce que vous avez pris, des cartes? Non, justement, c'était la blague du jour. En fait, je vais vous parler de ceci. Savez-vous ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça, des menottes? Qu'est-ce que vous allez nous faire? Non. Ah non. Oh non, c'est tout simplement l'armature. Ah non, je vois rien, je vois que... je vois que la partie métallique, un porte-monnaie. Voilà, c'est l'armature d'un porte-monnaie. Et ce qui est très rigolo, c'est que, bon, évidemment, il n'y a rien dedans, sauf quand on regarde dedans, ben, on peut trouver ceci. Ceci qui est une balmousse. Alors en fait, ce qui est très rigolo, c'est que Albert Gochman est donc le créateur de ces balmousses. Et plus on la met dans la poche, et plus elle revient. Waouh. Je le refais. Hein. Plus on la met dans la poche, et plus elle revient. Oh. Plus on la met dans la poche, et plus elle revient. Étonnant. Alors, ce qui est rigolo, vous avez combien de balles avec vous là, Arthur? Ah bah plusieurs. Mais ce qui est marrant, c'est que celle-ci peut aussi se dédoubler, vous voyez. Oh, pas mal. Et après, ce qui est très étonnant, c'est oui, c'est ça. C'est le travail des pouces. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bizarrement, quand on met une balle dans une main et qu'on fait juste ça avec les pouces, pouf, et ben la balle voyage d'une main à l'autre. Wow. Je vous le refais, la première fois, on a du mal à suivre. Hein, dans la main, on a du mal à suivre, nous, pauvres mortels que nous sommes. Ah, la vie n'est pas facile, mais c'est juste le travail des pouces comme ça. Et là, la balle voyage. Donc 2 balles au total. Peut-être que vous mériterez d'avoir une explication, Alexandra, d'une part parce que je vous apprécie, et d'autre part parce qu'il y a un Arthur sur le plateau. Je n'osais pas vous le demander, Arthur, puisque c'est un secret à la base. Bien. Ah oui, mais en fait, je vais vous l'expliquer. Il suffit de savoir compter jusqu'à 10. D'accord. Et a priori, il n'y a pas de souci, évidemment. Alors, on y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les pouces. Ouais. 9 et 10. Et 10. Bravo. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, super. Vous ne nous donnerez pas le tour, bien évidemment. Vous le gardez pour vous. Vous avez bien raison. Eh bien oui, je suis désolé, Alexandra, mais vous le savez, il suffit de travailler, d'apprécier, d'être passionné, tout comme notre invité du jour, notre cher Arthur. Tout à fait. Ben, merci à vous. En tout cas, on va donner la parole à l'autre Arthur, bien évidemment. Vous allez écouter avec attention, puisque je crois que vous avez entendu parler, Arthur, de ce que propose Arthur ici présent. Arthur est guide conférencier, donc, et puis il nous propose une façon totalement ludique, originale de découvrir la cité du roi René, la bien nommée Aix-en-Provence, à partir d'un escape game. Comment on fait? Comment ça se passe? Ah bah, ça se passe assez simplement, finalement, avec un téléphone portable. Ouais. Donc on a fait ça pour avoir une grande autonomie, pour pouvoir toucher plein de personnes différentes. Donc c'est la condition sine qua non. Déjà, oui, c'est la condition sine qua non, il faut un smartphone. D'accord. Il n'y a pas forcément besoin de données mobiles dans le sens où il faut télécharger la mission et une fois que vous avez appuyé sur commencer, après c'est uniquement votre GPS qui se met en route. Il n'y aura plus besoin pour faire la mission de données mobiles. Donc ça ne consomme pas énormément, à part pour télécharger la mission, qui sont pas très lourdes non plus. Hein. Le but, c'est pas d'attendre 3 heures avant d'effectuer la mission. Donc le téléphone donne des données géographiques et en fait, on est censé récupérer physiquement des indices dans Aix-en-Provence ou... C'est avec le téléphone, hein, justement, toujours avec le téléphone. Sur ce téléphone-là, vous allez avoir des indices, vous allez avoir des documents qui vont vous permettre d'évoluer dans votre mission et de pouvoir voyager d'un lieu à l'autre tout en découvrant les bâtiments d'Aix-en-Provence, en levant les yeux et en
en apprenant quelques anecdotes aussi sur la vie de Cézanne, parce que cette mission en particulier, elle concerne Cézanne. D'accord, alors là on voit un petit peu comment ça se passe. Là, c'est un petit film de présentation que vous avez réalisé pour montrer comment on s'y prend. Alors, différentes missions ont été créées pour l'occasion. Vous le disiez, l'une concerne Cézanne. Ça s'adresse à quel type de public? Combien de temps ça dure? Expliquez-nous un petit peu les modalités. Ça dépend des missions. En fait, Atlantide donc, a été créé par Romain Aymar notamment. C'est une entreprise montpelliéraine qui fait le côté technique, j'ai envie de dire. Nous, on a fait le côté scénaristique. Et il y a déjà des missions, donc forcément à Montpellier, il y en a aussi à Paris, il y en a une à Reims. Et donc la nouveauté ici, là, c'est Aix-en-Provence qui s'appelle Un vol oublié. Alors la durée. Vous avez l'exclusivité sur Aix en fait? Si des missions ont été créées? Là pour l'instant oui, j'ai envie de dire, mais en fait l'application Atlantide finalement peut être utilisée par d'autres personnes. D'autres peuvent créer des missions, il n'y a aucun souci là-dessus. Il suffit de bien connaître comment on développe l'outil avec le studio Atlantide. Ça demande un petit apprentissage, mais l'application est quand même assez simple à prendre en main, je trouve. Et pour l'instant, oui, il n'y a qu'une seule mission. Nous, on prévoit d'en créer plusieurs autres. On en a une qui devrait arriver d'ici peut-être un gros mois, en fonction des capacités techniques qu'on va avoir aussi à résoudre nos petits problèmes pour pouvoir qu'il n'y ait pas de bug, comme toute application. Et finalement, alors, est-ce qu'il y a une histoire, justement? Oui, il y a une histoire. Alors, l'histoire de l'application en elle-même, c'est la machine à voyager dans le temps qui a été inventée. On est en 2139 et évidemment, il y a la problématique du changement historique si les gens reviennent dans le passé et changent des événements. Et pour éviter cela, il y a une agence qui a été créée qui s'appelle l'agence Atlantide et qui est un peu la police de l'histoire pour pouvoir restaurer tout ce qui aurait pu être changé dans l'histoire. D'accord. À Aix-en-Provence, il y a un voleur qui s'appelle Luc Panazem qui est revenu dans le temps en 1902 pour pouvoir voler apparemment des tableaux de Cézanne. Et quand il revient en 2139, on trouve sur lui une toile de Cézanne. Aïe. Et nous, on joue à la police du coup? Oui, nous, enfin la police, on est des enquêteurs. Voilà. Okay. Le but, c'est dans cette mission à Aix-en-Provence, c'est de retrouver les autres tableaux que Luc Panazem a cachés dans le passé pour pouvoir les retrouver plus tard. D'accord. Et donc, ça nous permet comme ça, tout au fil de l'enquête, de découvrir des lieux qu'a fréquenté Cézanne, par exemple, qui lui étaient chers. Donc, il y a des anecdotes, j'imagine. Oui, c'est ça. On découvre. Alors, la mission commence à la Rotonde. On a déjà une première énigme pour pouvoir trouver notre chemin. Et effectivement, au fur et à mesure, on découvre des lieux où Cézanne est allé, où il a rencontré des personnes, où il a appris à peindre, par exemple. Des lieux qui sont importants pour lui. Et effectivement, on apprend des anecdotes à la fois sur ces lieux et à la fois sur Cézanne. Donc c'est un moyen de découvrir la ville de façon ludique. Et vous me demandiez tout à l'heure à qui ça s'adresse. Au final, ça s'adresse à pas mal de monde. Ça peut être un groupe d'amis. Les enfants, les ados? Les enfants, les ados, oui, effectivement. Nous, on a eu des adolescents qui ont fait la mission, qui ont beaucoup apprécié. Ça se fait en famille aussi. Ouais. Nous, pour cette mission, on conseille juste un âge minimum de 10 ans. D'accord. Voilà. Pour la durée, oui, pour la compréhension des énigmes, etc. Mais ça se fait très bien à plusieurs. En fait, l'application est gratuite. Par contre, la mission, les différentes missions ont un prix. Celle d'Aix-en-Provence, c'est un peu moins de 3 €. Ah oui. Et donc, et on peut utiliser le même téléphone. Voilà, vous utilisez le même téléphone à plusieurs. C'est ce qu'on conseille généralement parce que c'est mieux quand on réfléchit, comme dans un escape game, quand on réfléchit à plusieurs. C'est toujours plus stimulant. Oui, d'être en groupe. Oui, et puis on se rend compte que certaines personnes arrivent très bien à résoudre très rapidement certains indices, alors que d'autres un peu moins rapidement. Donc il y a des logiques qui sont différentes. Et cette collaboration, finalement, elle est très importante. Donc effectivement, pour 2-3 personnes, par exemple, on peut avoir le même téléphone, faire ça entre amis, en famille. Et ça dure pour Aix-en-Provence environ 1 heure, 1 heure et quart. D'accord. Arthur, qui nous écoute, qui avait entendu parler donc de cet escape game dans les rues d'Aix-en-Provence, ça vous tente? Ah bah absolument. D'ailleurs, quand on avait vu déjà ce premier reportage, on avait décidé avec ma femme d'y amener les garçons et de faire une grande balade pédestre dans Aix-en-Provence en suivant le chemin de Paul Cézanne. Bah
super. Ben, super. Vous avez un client supplémentaire, Arthur. Alors, vous nous disiez, cette mission autour de Cézanne, et vous en avez créé d'autres déjà ou c'est Oui, je suis en train d'en créer une autre. Dossiers. Alors, cette première mission sur Cézanne, elle a mis du temps. La genèse, le fait qu'elle germe, ça a mis du temps. On a commencé avec Romain Aymar en 2018, je dirais. Elle devait sortir l'année dernière. Finalement, elle est sortie en mars dernier. Là, j'ai eu la main sur le côté technique. Donc, je fais la technique et le scénario, ce qui me permet aussi parfois d'aller un petit peu plus vite sur certaines choses. Et du coup, normalement, j'ai une deuxième mission qui va paraître d'ici un mois. Ce sera sur un énorme savant, un grand savant du XVIIe siècle à Aix-en-Provence, mais on pourrait dire dans le monde aussi, qui s'appelle Nicolas-Claude Fabry de Peiresc et qui a notamment été l'un des premiers à réaliser une cartographie de la Lune à la lunette. Passionnant. Merci beaucoup Arthur Carlier, guide conférencier. On retrouve toutes les infos sur le site secret d'ici qui s'est affiché. Merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Merci Arthur Tivoli. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci Alexandra. Avec grand plaisir, avec un nouveau magicien, évidemment. Oui. Et nous, on se retrouve demain. Gros plan sur l'association des Ailes et des Aides qui vient en aide aux enfants en échec scolaire. La chronique littéraire de Marie-Blanche Cordoue et Aurélie Reich, elle, nous emmènera du côté de Brasse, dans le Var. Voilà, on compte sur vous. On vous dit à demain. D'ici là, portez-vous bien. Salut.